Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Ils sont exactement 34 888 au dernier recensement à occuper cette fonction en France. Et on a sur ce plateau le plus jeune d'entre eux, Hugo Biolay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune maire de France, il en faut bien un, c'est vous, élu à 18 ans. Titre que vous êtes sûr de conserver au moins jusqu'en 2026. Vous êtes également étudiant à Sciences Po Grenoble et vous nous expliquerez dans quelques instants comment vous arrivez à concilier tout ça à seulement 20 ans aujourd'hui, maire et étudiant. À côté de vous, on parlera aussi dans cette émission de chasse aux galets avec Guillaume Roux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qui est venu avec ses galets, c'est celui-là le plus joli. Je trouve. Voilà, un beau petit logo de Télé Grenoble. Vous allez nous initier à cette pratique ludique et artistique qui se développe notamment grâce à une application que vous avez créée et mis en service il y a quelques jours. Ils sont capables, certainement, quand ils sont en tenue de travail, de faire sourire même des galets. J'ai à mes côtés deux clowns. Bonjour à tous les deux. Coralie Weyerding. Bonjour Coralie. Bonjour. Et puis Jean-François Leclerc, ce qui est beaucoup plus facile à prononcer Oui. comme nom de famille. Vous faites tous les deux partie de l'association Soleil Rouge, une association grenobloise qui existe déjà depuis bientôt 20 ans. Coralie, comment on peut la présenter, cette association ? C'est une association de 10 clowns qui intervient au sein de l'hôpital couple-enfant, enfin entre autres à Grenoble, en pédiatrie, dans tous les services. Je tiens à le préciser parce que c'est important de le savoir, sauf en néonat et en pédopsychiatrie. C'est une association qui effectivement a bientôt 20 ans. On aimerait bien les fêter. Et voilà, on intervient 2 fois par semaine, le mardi, le jeudi, mais aussi le dimanche. On intervient 2 fois, 2 clowns par semaine, c'est ça voilà. Un duo à chaque fois. Un duo à chaque fois. Depuis pas très longtemps, puisque jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, il y avait 4 interventions. Mais comme le Covid est passé par là, on n'en a plus que 2. Et on intervient aussi, on a des matinales et des nocturnes, donc il nous arrive de venir très très tôt le matin pour accompagner les enfants qui vont au bloc, et aussi le soir pour les accompagner donc, vers l'heure du coucher, le dodo et tout ça. Donc c'est des ambiances différentes. On vous voit là, enfin vous, les clowns de Soleil Rouge, à l'œuvre dans les couloirs de l'hôpital couple-enfant à Grenoble. C'est, Jean-François, la thérapie par le rire, ce que vous essayez de mettre en place ? Oui, par le rire, changement d'ambiance aussi. C'est pas nécessairement... Il y en a qui n'ont pas envie de rigoler et qui rigoleront pas, mais on aura transformé l'ambiance, c'est certain. Autant pour les parents, les enfants, la visite, le personnel soignant, en fait, tous les gens qu'on croise à l'hôpital. Comment vous les choisissez, les enfants à qui vous allez rendre visite, Coralie ? Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, à l'hôpital. J'imagine que vous n'avez pas le temps d'aller voir tout le monde à chaque fois. En fait, si. On va tous les voir. Suivant. Enfin, on va dire que le matin, on arrive, on se change, on va voir les infirmières qui nous font des transmissions, qui nous donnent tous les enfants qui sont dans les services. Donc, on va voir tous les enfants qui sont dans les chambres et qui veulent bien voir les clowns. Et on va les voir tous. Si. Il faut, mais je me disais, vous êtes 2, il y a beaucoup d'enfants, mais si vous faites le tour de toutes les chambrées, c'est encore mieux. Oui, alors les services, on les fait tous, mais à différents moments, quoi. Par exemple, ce matin, on a fait un service qui s'appelle l'HDJ, qui est un service d'hôpital de jour. Et puis l'après-midi, on a fait un service qui s'appelle la pédiatrie polyvalente. Et voilà, c'est 2 services, mais jeudi on en fera 2, le dimanche on en fait d'autres, donc on les voit pratiquement tous. Pas sur la même journée. Quand même. Tout le monde sur la même journée, mais on essaie de voir tout ce qu'on peut. Comment ça se passe en termes de spectacle ? Il y a de l'improvisation, vous préparez à chaque fois des petites scénettes, comment vous travaillez au quotidien ? C'est principalement basé sur l'improvisation.
Après, on a quelques outils, chacun, il y a quelques musiciens, des magiciens, des gens qui vont bien manipuler les marionnettes. Mais après, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment selon la réceptivité de la famille, de l'enfant, et puis qu'est-ce qui se met en place dans notre entrée. Il y a un petit scénario qui va évoluer, et puis voilà. Puis aussi en fonction de l'état de l'enfant, s'il est trop fatigué, s'il est en pleine forme. Voilà, on a quand même des transmissions le matin quand on arrive. Donc, on sait dans l'état dans lequel sont tous les enfants. Donc, on s'adapte, évidemment, avec une grosse sensibilité sur ce qui se passe avec les enfants, mais avec les parents aussi, d'ailleurs. Ah oui, on a vu sur les images qu'ils étaient presque aussi attentifs que leurs enfants, les parents, quand ils voient les clowns débouler. Il y en a qui sont surpris, qui ne sont pas au courant, qui peuvent trouver ça un peu déplacé. Comment ça se passe? Ça arrive, il y a toutes sortes de réactions. C'est vrai qu'il y en a qui ne s'attendent pas du tout. Mais assez rapidement, en fait, l'enfant va devenir un peu plus spectateur et les parents ou la famille deviennent les complices aussi des clowns. Et ouais, il y en a certains enfants qu'on va voir sur une plus longue durée. C'est vrai que la relation change beaucoup aussi. L'accueil des clowns va ils vont vous attendre, ceux qui restent malheureusement longtemps. Voilà, ils connaissent le rendez-vous, j'imagine qu'ils vous identifient. C'est devenu un métier à part entière, clown hospitalier, Coralie. Il y a même une fédération, je crois. Il y a une fédération, oui, la FACH, qui est la Fédération des clowns hospitaliers, qui regroupe toutes les associations de clowns hospitaliers, parce qu'il y en a vraiment de partout. Alors à Grenoble, c'est Soleil Rouge, mais dans d'autres endroits, c'est d'autres associations. C'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment échanger sur nos pratiques de terrain, mais sur nos pratiques administratives aussi. C'est une association qui est vraiment très importante, dont on participe à peu près une fois par an. Là, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle regroupe beaucoup de personnes et qu'on ne pouvait pas ces manifestations n'ont malheureusement pas pu avoir lieu. Mais c'est une organisation importante. On vous voit, là, les clowns en train de se préparer. Vous avez votre loge au sein de l'hôpital. Hein. Oui. Eh bien, on la voit, en fait. C'est à cet endroit-là où on se maquille, où on se change. Ouais, c'est là aussi, regarde. Il y en a deux. Et voilà, donc voilà, on a cette chance d'avoir un local où on a quelques accessoires, des costumes, des objets. Et oui, on se change et ensuite on va à l'hôpital. Et c'est là où on va avoir nos transmissions avec les professionnels avant d'aller dans les champs. Alors justement, Coralie, c'est professionnel, c'est soignant. Comment ils vous considèrent? Comme du personnel soignant Vous voulez dire l'équipe médicale, oui. Ah ben, l'équipe médicale nous considère, enfin on fait partie de l'équipe, ça c'est sûr. Parce qu'effectivement, dans ce métier-là, il y a évidemment, il y a les enfants, il y a les parents, mais il y a aussi toute l'équipe, je dirais plus que médicale, parce que j'ai envie d'intégrer aussi, je dirais, l'équipe hospitalière. Parce que, voilà, on joue beaucoup avec les femmes de ménage, on joue beaucoup avec les administratrices et les administratifs, on joue avec tout le monde, en fait. On aime jouer avec tout ce qui se passe, on rate rien, on voit tout. On voit là les clowns qui interviennent même pendant une séance de soins pour distraire l'enfant avec les médecins. Oui, alors ça peut être aussi à la demande des soignants. Quand il y a un soin difficile, on peut demander au clown, oui, d'intervenir pour que l'enfant puisse passer à autre chose, puisque c'est parfois des soins qui sont très, très douloureux, très difficiles. Et puis, je pense que pour les parents, c'est bien aussi qu'on soit là. Il y a malheureusement des enfants qui sont gravement malades dans ces services pédiatriques. Comment, Jean-François, on arrive à prendre du recul quand on vient faire rire un enfant, par exemple, atteint du cancer? Eh bien, je pense que le recul, il est dans notre décalage aussi. Le fait que pour les clowns, il y a beaucoup de ludisme, il y a beaucoup d'amusement et la volonté de changer, de transformer l'ambiance, elle suffit en fait à ne plus voir quelqu'un de malade, mais voir juste un être humain, voir une famille. Et comme notre passage est souvent joyeux, mais c'est vrai que le souvenir qu'on apporte avec nous, c'est surtout cette joie qui a été partagée. Et donc, c'est beaux moments de complicité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'une fois par mois, on voit un superviseur. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que c'est vraiment une analyse de la pratique, une analyse de ce qu'on a vécu. Parce que souvent, les gens nous disent « Mais comment vous faites pour faire ce métier-là ?» Mais comme disait Jeff, non, effectivement, quand on rentre dans la chambre, on ne se dit pas « On va voir quelqu'un qui est gravement malade ». On y va avec... on est vraiment dans le présent tout le temps. Donc, on ne peut pas imaginer ça. Et une fois par mois, on voit ce superviseur qui est vraiment indispensable, en fait, pour pouvoir un peu évacuer.
Alors, vous l'avez dit, Coralie, l'hôpital a subi la crise sanitaire, comme malheureusement beaucoup de secteurs, mais ça fait 2 ans que ces services sont en première ligne. Est-ce que vous avez pu continuer à aller voir les enfants normalement ? Alors, on a été confinés les 6 premiers... Enfin, dans le premier confinement, on a été confinés les 6 premiers mois. Mais on était quand même actifs, puisqu'on a fait plein de petites vidéos qu'on a pu diffuser sur les réseaux sociaux, mais aussi via WhatsApp, avec certains enfants, on a pu jouer directement dans les chambres. Bon, ça, c'était pas si facile que ça avec le décalage et tout ça, mais on l'a fait. On a repris 6 mois après, et voilà, on est là maintenant, on est là, quoi. On est là. Par contre, cette crise, elle a eu un impact sur vos finances, parce que vous financez notamment à travers beaucoup d'événements caritatifs tout au long de l'année ? Principalement, ouais. Et comme tous les rassemblements ont été compliqués, les manifestations pour récupérer des sous, par plein d'autres associations sur Grenoble qui donnaient leurs bénéfices à Soleil Rouge, eh bien, nos dons, les finances on avait un petit coussin sur lequel on a pu vivre en se disant qu'il y aurait d'autres manifestations et sur lesquelles on pourrait gagner un peu d'argent. Et puis, en fait, ça a beaucoup de mal à reprendre. Donc, on est dans une période où, en effet, ouais, on a besoin de sous. Donc, on peut vous aider. Oui. Hein, heureusement. Oui. Aussi, en fait, on n'a pas du tout de subvention. Parce que du coup, effectivement, l'hôpital donne, mais c'est très, très peu. Je ne sais plus combien c'est, ça doit faire 1%. Donc, effectivement, il y a beaucoup de bénévoles qui font des événements au profit de Soleil Rouge, qui peut être un vide-grenier, un concert, une pièce de théâtre, et tout ça, évidemment, ça a été annulé avec le Covid. Donc, effectivement, là, c'est... On a donc lancé une campagne de financement participative. Comment on dit en anglais ? Je crois crowdfunding. On va dire en français. Voilà. Et en fait, donc, notre objectif, c'était d'atteindre 20 000 euros le 31 décembre. Et là, on en est à 66%. Donc, ça s'est bien mis en route, c'est chouette. Et on espère que tout le monde va jouer le jeu jusqu'à la fin et qu'on puisse atteindre cet objectif. Et même aller au-delà pour nous permettre de... Tant qu'à faire. On a vu le site s'afficher qui renvoie sur la plateforme Helloasso pour ce soutien, d'autant que ce qu'on donne à Soleil Rouge est défalqué en partie des impôts, hein, Coralie. Je crois que c'est les 2 tiers. Oui, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête. Il me semble que quand tu donnes 50 €, ça te revient à 17 €. Je pense que ça doit être à peu près ça. C'est ça, 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Donc, et aussi, et ça a beaucoup marché au début. Ça a été vraiment pas mal au début. Là, ça stagne quand même un petit peu, ce qui est, j'imagine, normal dans les appels de fonds. Mais ça va relancer avec cette émission, oui, évidemment. On vous a donné la parole aussi pour ça, pour faire connaître donc, cette association qui édite sa petite gazette assez régulièrement, tous les 3-4 mois à peu près. C'est 3 fois, oui, tous les trimestres en fait. Enfin, 2 fois par an. Non, par contre, c'est pas tous les trimestres, c'est semestriel. D'ailleurs, elle va bientôt sortir, la nouvelle, elle va être splendide. Ah ouais, le début de... La Gazette 2022, là j'ai celle de juin 2021, donc Soleil Rouge, on espère qu'on fêtera ensemble les 20 ans, ce sera en 2022, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Bon, vous vouliez rajouter quelque chose? J'avais un petit cadeau pour toi. Faites, moi j'adore les cadeaux. Je voudrais quand même... C'est quoi, un petit nounours? Ouais, c'est parce que je trouvais que c'était un petit peu quand même... Un peu tristounet, non? Ouais, c'était un petit peu tristounet, donc on s'est dit... Je pense qu'elle va m'habiller pour l'hiver, ça tombe bien, c'est la saison. Comment tu vas être plus jolie comme ça? Ah bah oui, là. Peut-être, je vais le mettre ici. Vous allez peut-être pouvoir me recruter, 10 clowns ou 11 clowns, c'est pareil, je peux faire un duo à moi tout seul, hein, si vous voulez. Voyons un peu. Oh là là. Ah bah oui, ça fait très... Oui, c'est très élégant, très élégant. Peut-être il n'est pas super bien mis, mais c'est très élégant quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le garde, hein, c'est un cadeau. Donc je le garde, je le redresserai peut-être tout à l'heure. Mais ça tombe bien, puisque vous m'avez habillé avec un petit nœud papillon. Et maintenant, on va parler d'une écharpe, celle de mère, et pas n'importe quelle mère. Ah ouais, c'est notre rubrique. Bonjour, monsieur le maire. Et ça tombe bien, on a un maire sur ce plateau. Hugo Biolay, bonjour. Hugo. Bonjour. 20 ans, étudiant à Grenoble, en sciences politiques. Alors, vous n'êtes pas un étudiant comme les autres, puisque je l'ai dit, vous êtes également maire de votre commune et le plus jeune maire de France. Vous avez été élu, vous aviez tout juste 18 ans. C'était le 15 mars 2020. Même si je crois, à cause du Covid, vous avez dû enfiler l'écharpe un peu plus tard. Hein.
Exactement, donc élu depuis le 15 mars 2020, mais réellement maire depuis le 23 mai. Il y a eu ces 2 mois de battement qui étaient 2 mois plutôt difficiles, où on ne savait pas trop où on allait, et même si l'élection allait être maintenue. Mais voilà maintenant, un an et demi, un peu plus d'un an et demi, que Vous êtes dans la fonction. que je suis dans la fonction et que je suis passionné par la fonction. Bon, vous n'êtes pas venu avec l'écharpe, si vous voulez, je vous passe le nœud papillon, non? Ça ira. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu par ce petit ustensile. On ne peut pas faire plus jeune, je l'ai dit. L'ancien maire de votre commune avait 75 ans, c'est ça au moment de finir son mandat? Alors, j'avais pas forcément regardé son âge, mais oui, peut-être. Ah, je me suis amusé à ça. Ça fait le grand écart quand même. En tout cas, oui, l'ancien maire, la passation s'est très bien passée parce que je suis allé le voir en fait un an avant les élections pour lui dire que j'étais intéressé. Je savais qu'il n'avait pas forcément envie de repartir et je lui ai dit voilà, moi, j'ai envie de faire quelque chose pour cette commune. C'est une commune dans laquelle j'ai grandi et que j'ai vu grandir avec moi, que je voulais faire grandir et j'ai eu à la fois l'opportunité et la chance de prendre la suite et voilà où ça a mené. J'ai eu la chance qu'il me laisse carte blanche et qu'il me fasse confiance surtout. Oui, puis que les gens vous fassent confiance aussi, les habitants de cette commune. J'imagine que votre âge a été quand même au cœur des discussions pendant la campagne. C'est pas banal, un jeune de 18 ans qui se présente pour être tête de liste de sa commune. J'ai tendance à dire que c'est atypique. Mais l'âge, c'est vrai, a été un peu au cœur de la campagne. Alors j'ai toujours essayé de le mettre de côté parce que pour moi, ça n'a jamais été vraiment une question. On va dire que j'ai commencé la campagne très tôt. J'ai dû la commencer en quelque chose comme novembre 2019, donc pour mars 2020. Et pendant plus de 2 mois, on a beaucoup parlé de mon âge. Et puis au bout d'un moment, les choses se sont débloquées. Et on a commencé à parler du programme, à parler du village. Et donc moi, ça m'a bien fait plaisir ce moment où ça s'est débloqué. Parce que j'étais toujours un peu peiné d'entendre beaucoup de questions sur mon âge. Alors que pour moi, c'est la motivation. C'est ce que j'avais envie de faire pour la commune qui comptait et que j'avais envie de faire compter. Et j'ai aussi tendance à... Je dis assez souvent que la mairie, c'est une aventure collective. Parce que j'ai passé, avant de commencer la campagne, j'ai passé plus de 2 mois à rassembler 10 personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je ne suis pas maire tout seul. Finalement, c'est tout le conseil municipal qui fait les choses. Moi, tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Ah, il y a 11 élus, je crois qu'il y a votre maman d'ailleurs dans les conseils municipaux. Exactement. Ça aussi, c'est assez atypique. C'est peut-être atypique. C'est le fils qui est maire, en fait, de la mère. Il faut s'y repérer un peu. Il faut s'y retrouver après. Mais ça va, on s'y retrouve. À la mairie, c'est moi le maire, et à la maison, c'est elle. C'est mieux comme ça. Vous vivez encore d'ailleurs chez votre maman quand vous rentrez dans votre commune? Oui, exactement. Alors, ça nous arrive de nous croiser parce que j'avoue que je rentre pas souvent et généralement, je rentre tard. Mais oui, essentiellement pour des raisons pratiques et financières. Mais ça se passe très bien. 18 ans, vous auriez voté pour un maire dans votre commune âgé de 18 ans, comme ça, sans a priori? Oui. Écoute, oui. Il faut faire écoute, confiance. je veux dire, oui. Ils sont très ouverts sur ce... Peut-être parce que je suis là. sur ce plateau. Alors, cette commune... Oui, sans problème, Coralie. Hein, même un peu plus jeune encore. Oh, bah, S'il y a des bonnes idées. Oui. moi, je vais te dire un truc, on vote souvent pour des maires dans les chambres des enfants. Ils sont tous présidents. C'est vrai, Et ils ont moins de 10 18 ans. Oui, tout à fait. Bon, faudra faire l'élection du prochain maire de l'hôpital Couple-Enfant. On aura peut-être des surprises. Alors, même si Hugo est étudiant à Grenoble, il est maire dans un département voisin, en Ardèche. Hein, votre commune s'appelle Vinzieux. Exactement. Donc moi, je suis maire à Vinzieux, c'est au nord d'Annonay, donc en Ardèche. C'est une commune, on va dire modeste, de 500 habitants. Que dire? C'est une commune qui grandit. C'est une commune. Moi, je l'ai analysée quand je suis arrivé. On va dire sur le fil entre. On avait ce risque-là de devenir une commune dortoir, mais je sentais qu'il y avait tout plein de dynamiques derrière à activer. Et donc, on s'active, nous, depuis 1 an et demi, 2 ans, pour essayer de le faire tomber du bon côté, du côté de la vitalité et du dynamisme. On a vu quelques images de cette petite commune, des images d'Alexandre Muffon, qui est un ancien journaliste de Télé Grenoble, qui a monté maintenant sa chaîne YouTube, qui s'appelle Les Infos d'Alex, et qui est venu faire un reportage. Alors, c'est pas le seul à être venu faire un reportage sur Vinzieux depuis qu'elle a le plus jeune maire de France. Vous avez été énormément sollicité par les médias. Hein. C'est sûr, j'ai vu quelques caméras. Alors, c'est tout un monde qu'on découvre. Après,
Moi, ça satisfait ma curiosité et puis je suis toujours preneur de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. Et puis surtout, j'en ai profité pour essayer de mettre le village en avant. Et c'est vrai que maintenant, les gens commencent à savoir où sont Vinzieux un petit peu partout en France. Et ça m'a aussi permis, et ça, c'est, on va dire, j'ai envie de le souligner, d'avoir un premier commerce dans la commune parce qu'ils m'ont trouvé par en reportage et ça m'a permis de faire une belle rencontre avec des commerçants qui ont ouvert il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et là, on voit quelques images du JT de 13h de TF1. C'était encore Jean-Pierre Pernaut à l'époque qui le présentait. Je crois qu'il vous avait même suivi avant que vous soyez maire, hein, au moment de la campagne. Exactement, j'avais vu quelques reportages pendant la campagne. Bon, un premier commerce à Vinzieux. Je crois que ça faisait partie de vos objectifs, hein, de redynamiser un peu le village. Alors, dans mes objectifs, il y avait redynamiser le village. Après, je serais malhonnête de dire qu'il y avait faire en commerce parce que j'avoue que je ne pensais pas que ce soit possible en aussi peu de temps, vu la taille et la configuration de la commune. Donc, quand on a eu cette opportunité-là, on y allait. C'était un peu le moment, soit c'est maintenant, soit c'est dans 15 ou 20 ans qu'il pourra y avoir un commerce. Donc, on y allait et on a un petit peu chamboulé tous nos plans à la mairie pour essayer de faire ça assez rapidement parce que on est parti, on a monté le projet de 0 à 100 en un an et demi. Comment vous conciliez, aujourd'hui vous êtes étudiant à Grenoble, à Sciences Po, j'imagine une partie de la semaine quand même, parce que ce sont des études importantes. Comment vous conciliez avec votre job de maire en Ardèche, donc à plus d'1 heure de route d'ici? Je dirais déjà que, j'ai la chance d'être dans une école qui permet l'engagement et qui met l'engagement au cœur de son projet pédagogique. Ils sont contents d'avoir à Sciences Po un élu et un maire. Ah je pense, il faudra leur poser la question. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord l'école qui permet l'engagement et comme il le permet, d'ailleurs j'ai pas forcément de dispositif spécifique, je fais la même chose que peuvent faire des artistes ou des sportifs de haut niveau. Et puis après c'est beaucoup d'organisation, moi je structure mes journées, quand je fais mes cours, quand je suis maire et que je suis sur mes fonctions d'élu, je suis sur mes fonctions d'élu. Et très concrètement, je vais être à Grenoble en début de semaine, donc du lundi au mercredi. Puis le mercredi midi, je prends ma voiture, je retourne en Ardèche et j'attaque mes réunions en début d'après-midi. Vos copains de fac sont tous au courant de votre statut? Je crois. Alors, je ne la mets pas forcément en avant parce que quand je suis étudiant... Mais pas avec l'écharpe à Sciences Po? Non, je ne mets pas l'écharpe à Sciences Po. Je ne viens moi, je mets pas bien avec le papillon tous les blasons. Grenoble. Je pourrais venir avec le papillon. J'arrive pas à savoir dans quel sens il faut le mettre. Elle est très bien à l'envers. Il est comme ça? Là, de l'autre côté. À l'envers, d'accord. Bon, fermons cette petite parenthèse vestimentaire. Non, mais il tient penche pas. à droite, à Tu veux gauche. que je me mette derrière et que je le tienne? Non, on va dire que les téléspectateurs, voilà, ils vont... Ah, là, si, là, il est pas mal. Là, il est pas mal. Combien ça gagne un maire d'une commune comme la vôtre Alors moi, en net, parce que c'est ce que je vois arriver sur mon compte en banque, la mairie, c'est 726 € net. Ça ne permet pas de vivre, mais c'est une indemnité parce que c'est du boulot. Vous le disiez, vous y passez plusieurs jours par semaine. Exactement, c'est une indemnité, c'est symbolique par rapport au travail derrière, parce que entre administrer la commune, répondre aussi aux toutes les responsabilités, essayer de trouver et de progresser sur, on va dire, la vision, plus l'intercommunalité dont on parle pas beaucoup et dont on n'a pas forcément beaucoup conscience. Moi j'estime entre 30 et 40 heures par semaine, mais en réalité comme on fait bien souvent ça avec passion, on compte pas forcément les heures, donc je me rends moi-même pas forcément compte de tout le travail et de la quantité et du temps que j'y passe. Bon, vous avez vu là dans votre petit bureau, hein, c'est pas une grande mairie à Vinzieux, forcément. Comment vous voyez la suite de votre carrière? Par exemple, il y a des élections législatives dans quelques mois. Est-ce que vous y pensez? Non, j'y pense pas. Vous ne voulez pas être le plus jeune député de France? Non. Moi, aujourd'hui, je suis sur la mairie. Ça fait à peine 2 ans que j'y suis. Donc, je prends le temps de faire les choses. Je me passionne pour cette mairie. Après, on verra pour la suite. Moi, tant que je suis content de me lever le matin et que je suis passionné dans ce que je fais, probablement que je voudrais continuer à m'engager. Mais aujourd'hui... Pas de plan de carrière? Pas de plan de carrière. C'est une bonne philosophie d'être content de se lever le matin pour savoir si ce qu'on fait a du sens. Hein. C'est sûr. Alors, il y a les législatives, on a compris que non. Bon, les présidentielles, c'est peut-être encore un petit peu tôt. On a déjà un président très jeune. Par contre, en tant que maire, vous avez la responsabilité éventuellement de pouvoir parrainer un candidat pour ces élections présidentielles. D'ailleurs, qui, j'imagine, sont venus taper à la porte.
Il y en a quelques-uns, il y en a même pas mal qui viennent taper à la porte, que ce soit d'ailleurs les candidats dont on entend parler à la télévision tout le temps, ou d'autres, tout un tas de petits candidats qui sont extrêmement nombreux finalement. Mais c'est une responsabilité qui est assez complexe, parce que moi, si je signe aussi pour mon conseil municipal, parce que c'est public, parce que je représente aussi tout mon conseil. Et donc, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Et je pense que ça joue pour beaucoup dans le fait que très, très peu de maires aujourd'hui parrainent. S'engage, ouais. Vous avez choisi, non? Pas encore. Eh ben non, je n'ai pas choisi. Bon, il vous reste encore un petit peu de temps. Je crois que c'est en février, le moment où vraiment les maires doivent s'engager, pour ceux qui le souhaitent. Politiquement, vous vous situez comment? Vous étiez sans étiquette sur ces élections. J'ai vu que sur Wikipédia, on vous classait plutôt divers gauche, comme on dit. Oui, on m'a classé divers gauche. Politiquement, dès que je parle de Vinzieux et que je suis sur ma commune, le sans étiquette me va très bien, parce que finalement, je me suis lancé avec une équipe, je ne sais pas pourquoi ils votent, je leur ai jamais posé la question, et en fait, peu m'importe. Par contre, je me suis déjà engagé, hein. J'ai été suppléant au départemental pour la liste de gauche. Donc forcément, le divers gauche, je viens de là, et je ne, Et pour l'instant, je vous ne y le restez. cache pas. Il y a des parcours politiques où on passe de droite à gauche beaucoup plus facilement. Et vous êtes au début de votre carrière. Hugo, vous avez un petit pronostic d'ailleurs pour ces élections présidentielles en tant qu'observateur de la vie politique? Difficile. Et quand on regarde les pronostics qui étaient faits à cette période, Oui. il y a 5 ans, je pense Ça que fait j'ai mal. 90% de chances de me planter. Alors je vais. Bon, alors je vais dites éviter. rien. Il ne faudrait pas qu'il reste comme ça une erreur dans votre jugement. Est-ce que vous avez déjà trouvé des galets solidaires comme ça dans les rues de Vinzieux? Oui, j'en ai C'est trouvé, vrai j'en ai pris, j'en ai reposé même. Et il y a même des enfants de Vinzieux qui en ont fait avec le logo du village et qui l'ont disséminé un peu partout. On en a fait la pub. Eh ben, ça tombe bien. Nous, on va découvrir un peu cette activité qui se développe. Moi, j'en avais jamais entendu parler, mais dans quelques instants, on saura un collab sur le sujet. Alors, avec Guillaume Roure qui va nous parler de ces chasses au galet. Alors, c'est vrai que celui-là, bon, c'est on va dire un collector. Édition spéciale. Tout à fait, Voilà. Je ne sais pas si on voit bien le logo de Télé Grenoble, mais si vous le trouvez dans la rue, pour l'instant il est sur le plateau, donc il faudra venir le chercher, mais si jamais vous le trouvez, vous pouvez le ramener ici au 5 rue Eugène Faure à Grenoble, et vous aurez un petit cadeau. Allez, je m'y engage. Alors Guillaume, vous êtes informaticien à Moiran, pas très loin de Grenoble, et vous avez mis en place une application pour suivre justement ces galets dont je parlais. Vous nous avez amené quelques exemplaires sur le plateau. Avant ça, expliquez-nous ce que c'est que cette chasse au galet. Je l'ai résumé comme ça. Oui, très bien. En fait, moi, je suis tombé dedans lors du premier confinement, tout bêtement. Il y a beaucoup de gens qui ont changé un peu sa façon de fonctionner pendant ce confinement. Non, vu qu'on était limité à 1 kilomètre, on se baladait dans le rayon du kilomètre et on est tombé. Les enfants, notamment, sur des petits galets peints. On se demandait pourquoi, quoi donc. De fil en aiguille, on s'y intéresse et on voit des groupes Facebook avec plein d'artistes qui échangent, qui déposent leurs galets pour transmettre un sourire dans ces moments où la communication physique était assez difficile. Et voilà, et du coup, de fil en aiguille, moi, je suis rentré en contact avec ces artistes pour savoir comment ils faisaient pour suivre leurs galets. Et l'idée est venue justement de créer une application pour leur permettre d'échanger avec les personnes qui trouvent leurs galets et de remonter ça comme ça. Alors, vu comme ça paraît une initiative spontanée. Il y a bien quelqu'un qui a déposé le premier galet quelque part en France. On l'a identifié. J'imagine, je ne sais pas du tout d'où vient le premier galet. Je sais que l'origine des galets Painted Rocks vient des États-Unis. Ça a été très à la mode outre-Manche en Angleterre et c'est arrivé massivement en France et en Europe. Donc le principe, c'est de choisir un petit galet, de le peindre, mais surtout après d'aller le cacher dans la nature. Oui, voilà, c'est exactement. C'est offrir un sourire gratuit à l'inconnu, à l'heureux inconnu qui le trouvera. Donc en général, on trouve par hasard, on tombe dessus par hasard, ou il y a moyen de savoir à peu près où peuvent être cachés ces galets? Non, on le trouve par hasard. Et d'ailleurs, c'est le but de l'application, justement. L'application permet de créer un code, un géocode, on va appeler ça comme ça, pour spécifique à un galet.
et le déclarer quelque part. Mais l'application ne va pas déclarer l'endroit précis, elle va donner une zone géographique On très laisse la aléatoire. place au hasard quand même. Tout à fait, oui, voilà, exactement. Le but, c'est vraiment de laisser le hasard faire les choses. Alors là, les galets que vous nous avez apportés, c'est vous qui les avez réalisés? Malheureusement, je ne suis pas du C'est tout dommage, artiste. parce que là, ils sont très bien réalisés. Oui, je dois rendre hommage à ma belle-mère, là, c'est elle l'artiste. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a tout fait, oui. Elle est très inspirée par Sauf, les animaux. justement, le Télé Grenoble. Ah, ça c'est vous? Ça, c'est une bah. édition spéciale. Regardez la patte de l'artiste quand même. Ah, c'est le bon logo, hein, avec la bonne couleur, le bon dégradé. C'est mon deuxième galet. Ah ouais, ce sera indulgent alors. Mais je vais le garder précieusement. Il y a une technique particulière justement pour peindre des galets. Qu'est-ce qu'on utilise? La grande majorité utilise des feutres acryliques. Ouais. C'est la façon la plus simple de s'initier à cet art. La peinture aussi, il y a certains artistes qui se sont mis sur ce type de support pour exprimer leur art. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a des véritables artistes. Si on va sur l'application, vous trouverez des véritables chefs-d'œuvre. Et sinon, sur les groupes Facebook, on trouve également des très, très belles créations. Non, c'est vraiment formidable. Après, c'est vraiment tout un monde. Alors, quand on fait une belle création comme ça, ça doit être un peu déchirant d'aller la mettre dans un petit coin dans la nature. Tout à fait, mais après, c'est un peu le but. On l'a fait, voilà, c'est le jeu. On l'a fait pour l'autre. Voilà. Après, par rapport à l'application, donc, ça m'a permis de rencontrer des artistes et l'application est devenue de plus en plus complexe pour répondre aux demandes des artistes. Et grâce aux artistes, j'ai rencontré une personne notamment qui a créé un événement, Solirox. Et ça rejoint un peu les clowns à l'hôpital. Solirox est un événement qui met en relation les artistes et des associations pour aider les enfants hospitalisés avec un sourire, avec tout un tas de choses. Donc, IHOP, IHOPE sur Lyon et un locomotive sur Grenoble qui s'occupe d'enfants aux pathologies lourdes, cancer, leucémie. Voilà. Et ces petits galets peuvent servir à récolter aussi des fonds. Voilà, exactement. Parce que l'application, il faut savoir, elle est gratuite, libre, sans traceur, sans publicité pour l'instant. Et c'est là où ça rejoint un peu à Solirox. Il y aura une deuxième partie qui va s'ouvrir très rapidement, où il y aura effectivement des publicités, mais tous les revenus générés par les publicités iront directement à Solirox. Et donc, étant donné qu'il s'agit d'une application participative, plus elle a d'utilisateurs, plus elle fonctionnera, plus il y aura de revenus, plus ça aidera Solirox. Elle s'appelle Strible, cette application. Alors, j'ai testé tout à l'heure avant l'émission. On choisit le galet qu'on veut. Moi, j'ai pris le nain de Blanche-Neige, là, un peu grognon. Et puis, on m'indique où il se trouve aujourd'hui, à Saint-Égrève, pour le coup, dans l'agglomération grenobloise. C'est une indication randomisée, ce n'est pas la position exacte. Voilà, là, on voit à peu près où, mais le périmètre, comme vous expliquez, est assez large. Exactement, tout à fait. Et si je le trouve, ce galet, alors qu'est-ce que je fais? Comment votre application va savoir que j'ai trouvé et que je l'ai emmené chez moi ou ailleurs? Ça implique la participation de l'utilisateur. Et c'est le but de l'application, justement, rendre ça plus facilement. Au revers du galet, il y a un petit code. Avec l'adresse directement, vous rentrez l'adresse et stash.st/ le code. 5VQE. Donc c'est vous qui créez le code? Exactement, par l'application. Il y a un petit onglet créé, on crée le code, on déclare le galet créé et ça permet de le remonter. On rajoute une photo si besoin, un commentaire, ce qu'on veut, la géolocalisation. Et alors si moi j'ai envie de créer mon galet ce soir et qu'il soit référencé dans votre application, comment je fais pour le code? Je l'invente ou Non, pas du tout. Avec l'application sur votre tablette, il y a un petit menu tortue qui ressemble à celui-ci. sur l'application, vous cliquez dessus, il y a un petit menu créé et vous suivez les étapes. C'est très simple. Étape par étape, 1, 2, 3, 4, et le code est créé. Bon, ça s'appelle Strible, cette application. Oui. Moi, ça m'a permis en tout cas de découvrir quelque chose de très ludique, notamment en famille, d'aller chercher comme ça les galets. J'en avais jamais trouvé, mais peut-être que je faisais pas attention, j'étais pas réceptif à ça. S'il y en a même dans les rues de Vinzieux, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui doivent se cacher du côté de Grenoble et d'Isère. Il y en a effectivement partout, et après ça permet de visiter, de faire connaître une ville de façon tout à fait ludique. Sur l'application, par exemple, on peut
géolocaliser plusieurs galets et créer un parcours. Pour aller les récupérer. Ou Voilà. en tout cas, essayer de les trouver. Et il y en a qui ont la bougeotte, hein, c'est ça, qui peuvent bouger de lieu en lieu à de nombreuses reprises. C'est tout l'intérêt d'ailleurs sur l'application, le record de bougeotte, comme vous le dites. On appelle ça des ricochets. Oui, c'est mieux. Et il en a Avec les galets. 18 ricochets. Il est parti en Isère de Salagneux. Il a fait tout le tour de France. Il est actuellement à Toulouse. Il continue son voyage. Ben voilà, 18 personnes qui ont donc trouvé ce galet, l'ont reposé quelque part, et ainsi de suite. La chaîne. On sait combien il y en a aujourd'hui, par exemple, sur le territoire Sur le français? territoire, il y en a énormément. Ça doit se compter en centaines de milliers. Ah oui. Rien que sur l'application, et elle est toute nouvelle, j'en ai 3000 référencés. Donc oui, c'est énorme. D'ailleurs, juste par rapport à Solirock, on est en train de travailler sur le Guinness Record, les records donc, d'assemblage de galets en serpent. Il y en a actuellement 18 000. Le record est à 25 000, c'est les États-Unis qui le tiennent. On essaye de battre ce record pour le 27 mars, en arrivant donc à plus de 27 000 Donc il faut galets. que vous récoltiez déjà 25 000 galets. Il y en a déjà 18 000 actuellement, sachant également que on a grâce au sponsoring, chaque galet récolté faisant partie de ce serpent représente 50 centimes pour les associations. Très bien. Il aura lieu ce record du monde? Il est Le déjà record du prévu? monde, il est prévu le 27 mars. À quel endroit? Il faut de la place pour mettre... Bouvès-Quirieu. Ah oui, donc en Isère. En Isère, oui, tout à fait, oui. Ça reste... vous seriez tout à fait... Ça reste... Ah mais on viendra filmer. Moi, je viendrai apporter mon galet Télégrenoble, même si j'y tiens beaucoup, mais, parce que c'est mon premier, mais je le mettrai. S'il vous manque un galet pour battre le record du monde, vous pouvez compter sur celui-là. Merci en tout cas, Guillaume. Puis c'est une bonne façon pour tous les maires de France d'attirer aussi des touristes dans leur petite commune, d'avoir ce petit jeu très familial. Allez, il nous reste quelques minutes pour finir cette émission. Et oui, ces minutes, on va les utiliser pour demander à nos invités des idées de sortie, de bons plans sur la région grenobloise. J'ai envie de démarrer par Jeff, notre clown de Soleil Rouge, alors qui n'est pas venu en tenue de travail, mais je suis sûr que si je demande un bon plan à un clown, il va me parler d'événements clownesques. Ben oui, je vais profiter de... En fait, je suis un peu en avance. J'ai vu que... C'est pas grave, c'est mieux qu'en Voilà, retard c'est ça. pour la télé. Donc c'est pour le mois d'avril, mais on a la chance à Grenoble d'avoir le festival du numéro de clown qui a lieu 4 jours, je crois, tous les ans. Là, c'est fin avril, c'est du 27, 28, 29, 30, je crois, du 27 au 30 avril. Et ça permet de voir une panoplie d'artistes, c'est à peu près 10 numéros par soir. Et donc c'est plein de registres différents, ça permet de voir... toutes sortes de couleurs et voilà. Donc c'est le festival du numéro de clown de Grenoble porté par le bateau de papier. Ça se passe à quel endroit? C'est au parc Paul Mistral, Sous un chapiteau alors. Ouais, c'est sous le chapiteau de la famille Piédon. Donc Notre famille de cirque qui circule un peu partout en France. Voilà, exact. Et donc c'est un très très beau chapiteau. Ça se porte bien au jeu des numéros de clowns. Et voilà, pour en découvrir un peu plus sur les clowns, c'est une belle façon. Donc avril 2022 pour la prochaine édition de ce festival. On retrouvera Jean-François Coralie aussi. Vous êtes de la partie ou pas sur ce festival? Ah oui. Moi j'adore. J'ai déjà joué dans ce festival-là. Je trouve que c'est un super lieu pour découvrir des numéros de clowns et puis pour s'essayer aussi avec son propre numéro. C'est chouette. Vous aviez un petit coup de cœur, non pas pour les clowns, mais pour un artiste grenoblois. Oui. Il a pu faire le clown peut-être dans sa carrière. Je pense qu'il a des côtés clownesques. Oui, en fait, c'est Delfino. En fait, qui expose en ce moment dans 2 endroits. Donc, il expose d'abord au restaurant qui s'appelle Tombé du Ciel. Et je ne me souviens plus de l'adresse, mais c'est pas très loin de la gare routière. C'est rue Arago, oui, derrière la gare quand on va vers l'Isère. Oui, très bon restaurant d'ailleurs que je conseille par la même occasion parce qu'on y mange bien et on boit de très bons vins. Et il expose aussi à la Passoire avec Sarah Gauthier. Donc voilà. Et moi, j'ai aimé cette expo, j'aime Delfino, j'aime ce qu'il fait. Je trouve que ses dessins sont assez complets. Il y a des côtés très naïfs, il y a des côtés très militants. Et puis j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Celui-là en particulier. Celui-là en particulier. C'est des clowns. C'est quand même. Je réclame parce qu'en fait, ce livre-là, ça a été fait avec les gens du quartier et c'était. Qu'est-ce que les gens revendiquent, qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, ça s'appelle d'ailleurs le bureau des réclamations. Le principe, c'était de réclamer quelque chose. Et en fait, Sarah Gauthier et Delfino faisaient des dessins et répondaient
aux réclamations. Et je trouve ça super. C'est un bouquin qui est en vente là-bas et qui coûte 15 €. Super cadeau de Noël. Il est là. Merci beaucoup pour le cadeau. Allez, j'ai tout. Le papillon, bouquin, galet. Je suis habillé, moi, pour la saison qui arrive. Delphino, qui fait partie de l'équipe des Barbarins fourchus. On pourrait d'ailleurs peut-être lui proposer, avec ses dessins, de faire quelques galets. Je suis sûr que ça pourrait l'inspirer. Guillaume, on reste dans les vieilles pierres On reste tout à fait dans les vieilles pierres. Moi, je suis fan de vieilles pierres. Et mes coups de cœur, c'est en règle générale les ruines, plus précisément en Isère, évidemment. La tour de Clermont, près de C'est ça Chirennes. qu'on voit là. Exactement, oui, c'est ce qu'on voit. J'adore ce genre de visite. Ça donne l'occasion de belles randonnées. Là, on voit effectivement la tour de Clermont, mais il y a plein. Il y a le château de Bressieux, il y a la tour des Chiens. Il y en a plein en Isère. Donc Chirins, c'est dans le pays voironnais. C'est une tour qui a pratiquement 1000 ans d'âge, qui a été construite, en tout cas ce premier château fort, au XIe siècle. Je me suis renseigné un petit peu sur cette tour que non plus je ne connaissais pas. Mais voilà, maintenant, une idée de balade en famille, si vous voulez aller voir les vieilles pierres iséroises. Il y a des vieilles pierres, Hugo, à Vinzieux? Oui, il y en a. Ouais, j'imagine. Le centre du village est fait en vieille pierre. Bon, vous vouliez nous parler d'un bouquin pour finir cette émission? Oui, c'est ça. Alors, j'aurais pu vous parler de mon commerce parce qu'il faut absolument y aller, il vaut le coup. Mais c'est un peu loin quand même d'ici. je me suis dit qu'il fallait rester plus ou moins quelque chose. C'est bientôt Noël. Et justement, je voulais vous parler d'un bouquin je l'ai lu parce que j'ai beaucoup aimé le titre. Ça s'appelle Nous habitons la Terre. C'est un bouquin de Christiane Taubira. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis pris une claque. Et vraiment, ça dépeint beaucoup de choses sur ce qu'on peut vivre avec une plume que je trouve très jolie. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous le conseiller. Et ben voilà, l'ancienne ministre de la Justice, qu'on pressent peut-être pour les présidentielles, on verra ça dans quelques mois. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Merci beaucoup. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.